Mes parents ont donné à mon frère le magasin qu'ils m'avaient promis, et le lendemain matin, il a ouvert face à des étagères vides. Lors d'un dîner, mes parents ont cédé le magasin familial, qu'ils m'avaient pourtant promis depuis des années, à mon petit frère. Et mon père a dit, « Tu n'as jamais été destiné à le posséder. » Je n'ai pas discuté. J'ai passé un seul coup de fil discret, sur le chemin du retour. Le lendemain matin, mon frère a ouvert le magasin, pour y trouver des étagères vides. Et ce n'était que le premier de ses problèmes. Salut, tout le monde. Avant d'entrer dans l'histoire d'aujourd'hui, je voudrais vous demander un petit service. Si vous regardez nos vidéos, et que vous les appréciez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. C'est gratuit. Ça prend une seconde. Et ça nous aide vraiment beaucoup. Nous avons travaillé dur pour vous proposer un meilleur contenu. Et votre soutien est ce qui nous permet de continuer. Très bien. Merci beaucoup, et passons à l'histoire. À cette table, tout le monde s'attendait à ce que je me batte. Mon père avait répété sa réponse, en prévision d'une dispute. Ma mère avait prévu des mouchoirs, dans son sac. Mon frère avait préparé un discours, parlant d'équité et de nouveaux départs. Ils étaient prêts à affronter toutes les versions de moi-même, sauf celle qui s'est présentée. Celle qui a hoché la tête, fini son verre d'eau, plié sa serviette, et dit « Je comprends ». Ces deux mots leur ont coûté bien plus cher que n'importe quelle crise de colère n'aurait jamais pu le faire. Je m'appelle Nathan. Et pendant 14 ans, j'ai bâti un magasin, que ma famille m'avait promis comme étant le mien. Jusqu'à un dîner au restaurant, en mars, où ils m'ont annoncé que ce n'était pas le cas. Laissez-moi commencer par la promesse. J'avais 17 ans, quand mon père l'a prononcée pour la première fois. Nous étions debout, dans l'arrière-boutique du magasin, une petite échoppe sur Miller Street, qui vendait des articles de cuisine spécialisés et des produits importés. Mon père l'avait ouvert en 1996. Il avait construit les étagères lui-même. Il lui avait donné le nom de mon grand-père. Et un mardi après-midi, alors que j'empilais des cartons après l'école, il a posé sa main sur mon épaule, et a dit, « Tout ça sera à toi un jour. Nathan. C'est toi qui t'en soucies vraiment. » Je l'ai cru. Non pas par naïveté, mais parce qu'il l'a répété, quand j'ai eu 19 ans. Puis à 21 ans, lorsque j'ai refusé une bourse d'études, pour rester dans le coin et travailler à temps plein au magasin. Et à 24 ans, quand j'ai commencé à gérer les comptes fournisseurs. Et à 27 ans, quand j'ai repensé l'agencement du magasin, faisant grimper les revenus de 30%. En seulement 4 mois. Il l'a dit tellement de fois, que ça a cessé de ressembler à une promesse, pour devenir un fait. Comme la gravité. Comme si le magasin m'appartenait, de la même manière que mon prénom m'appartient. Une chose pour laquelle je n'avais pas besoin de documents, car c'était tout simplement une évidence. C'est la première chose qu'ils m'ont enlevée. Pas le magasin, mais la capacité de remettre en question cette promesse. Ils l'ont répété, encore et encore, jusqu'à ce que le simple fait d'en douter ressemble à de la déloyauté. Au bout de 10 ans, j'étais discrètement devenu trop grand pour le magasin. Je ne dis pas cela par arrogance. Je le dis avec la frustration bien précise, d'un homme qui a refusé 2 véritables opportunités. À cause d'une phrase que son père n'arrêtait pas de répéter. La première, c'était il y a 3 ans. Un distributeur régional, nommé Tom Aldridge, m'a proposé un poste de directeur des opérations. Le double de mon salaire. Des avantages sociaux. Une possibilité d'obtenir des parts dans l'entreprise. Je suis resté assis, avec la lettre d'offre sur ma table de cuisine, pendant 4 jours. Ensuite, j'ai appelé mon père, et je lui en ai parlé. Il est resté silencieux. Puis il a dit, le transfert du magasin approche. Nathan. Sois juste patient. Ne jette pas par la fenêtre, ce que nous avons construit. J'ai refusé l'offre de Tom. J'ai d'ailleurs toujours le mail de refus, sauvegardé. La seconde fois, c'était 1 an plus tard. Diane Chen, notre principale fournisseuse, la femme avec qui j'avais bâti une relation de 11 ans.
À travers des salons professionnels, et des appels en pleine nuit pour des retards de livraison. M'a invité à co-lancer un concept de vente au détail concurrent, dans la ville voisine. Elle avait le capital. Elle avait la distribution. Mais elle avait besoin de quelqu'un, qui comprenne le travail sur le terrain. Elle avait besoin de moi. J'ai dit non. Parce que le magasin allait m'appartenir. Parce que mon père me l'avait dit. L'entreprise de Diane génère aujourd'hui 1,2 million de dollars par an. Je le sais, parce qu'elle m'appelle toujours, le jour de mon anniversaire. J'ai gardé les 2 lettres de refus, sur mon ordinateur portable. Pas par amertume. Mais par habitude de tout documenter. J'ai tenu des registres, tout au long de ma vie d'adulte. Chaque heure que j'ai passée au magasin. Chaque dépense que j'ai couverte de ma propre poche. Chaque accord avec un fournisseur, que j'ai conclu personnellement. J'ai un dossier sur mon ordinateur, qui raconte une histoire complètement différente. De celle que mon père a racontée au dîner. Je n'avais jamais prévu de m'en servir. Mais je ne l'avais jamais supprimé, non plus. Laissez-moi vous parler du magasin, que mon frère s'apprête à hériter. Quand j'ai repris les opérations quotidiennes, à 23 ans, le magasin était en difficulté. Les revenus avaient chuté de près de 40%, sous la direction de mon père. La sélection des produits était dépassée. Les relations avec les fournisseurs s'étaient dégradées. 2 de nos 3 principaux fournisseurs avaient rétrogradé notre compte. En nous imposant des minimums trimestriels, parce que les paiements étaient irréguliers. J'ai réparé tout ça. J'ai reconstruit le réseau de fournisseurs, à partir de zéro. Je suis allé à des salons professionnels, à mes propres frais. J'ai serré la main de fournisseurs, qui ne savaient même pas que notre magasin existait. Et j'ai tissé des liens, grâce à des années de commandes régulières. Et de paiements toujours à l'heure. Et tous les comptes fournisseurs majeurs, ont fini par être enregistrés sous mon nom. Et avec mes coordonnées personnelles. Pas sous le nom du magasin. Pas sous celui de mon père. Le mien. Parce que c'est moi qui étais présent. C'est moi qui répondais au téléphone, à minuit, quand une livraison était retardée. C'est moi qui conduisais 40 minutes, jusqu'à un entrepôt, un samedi. Parce qu'une palette avait été mal étiquetée, et que le fournisseur avait besoin de quelqu'un. Pour vérifier le compte en personne. Il y a un type bien particulier de loyauté, qui finit par devenir invisible avec le temps. Quand vous faites quelque chose pendant 1 an, les gens le remarquent. Quand vous le faites pendant 5 ans, les gens l'exigent. Quand vous le faites pendant 14 ans, les gens oublient carrément que ça se produit. Ça devient comme la plomberie. Personne ne pense aux tuyaux, jusqu'à ce que l'eau s'arrête de couler. Moi, j'étais devenu la plomberie. Pendant le Covid, le magasin a failli couler. J'ai comblé un déficit de 22,000 $, en puisant dans mes économies personnelles. J'ai transféré l'argent en 2 versements. Parce que mon compte courant ne pouvait pas supporter la totalité de la somme, en une seule fois. Je ne l'ai pas dit à mon père. Je l'ai dit à ma mère. Elle m'a remercié, les larmes aux yeux, et m'a dit, nous allons arranger ça. Nathan. Je te le promets. Elle n'en a plus jamais reparlé depuis. Je n'ai jamais été remboursé. Et j'ai les 2 reçus de transfert, dans ce fameux dossier, sur mon ordinateur. La rénovation, d'il y a 2 ans, celle dont mon père parle à chaque dîner de famille. Comme si c'était sa propre vision des choses, c'était mon design. Mes recherches. Mon entrepreneur. J'ai passé 3 semaines, à comparer les devis. J'ai géré le calendrier. Et j'y ai injecté 14 000 $ de ma poche. Parce que le compte d'exploitation du magasin ne pouvait pas couvrir la totalité des coûts. La seule contribution de mon père a été de déverrouiller la porte d'entrée le jour de la démolition. De rester planté dans l'encadrement avec un café, et de dire aux voisins. Nous remettons enfin ce vieil endroit au goût du jour. Nous. Ce mot ne cessait d'apparaître, à des endroits où il n'avait pas sa place. Je veux vous raconter ce que ces 14 années m'ont coûté, au-delà de l'argent. J'ai 31 ans. Je ne possède aucun bien immobilier. J'ai des économies modestes,
parce que je n'ai cessé de les injecter dans un magasin qui ne m'appartenait pas. Je n'ai pas pris de vacances, de plus de 4 jours, depuis l'âge de 23 ans. J'ai mis fin à une relation de 2 ans, à 28 ans, parce que ma petite amie m'a dit qu'elle avait l'impression de sortir avec un homme, qui était marié au magasin de sa famille. Et elle avait raison. Mais j'ai choisi le magasin, parce qu'il allait être à moi. Parce que mon père me l'avait affirmé. L'impôt sur la loyauté n'était pas une métaphore. Et chaque ligne de cette facture, était un choix que j'ai fait. À cause de ces quelques mots que mon père ne cessait de répéter, tout cela sera à toi, Nathan. Mon frère, Kyle, a 26 ans. Il n'a jamais ouvert le magasin avant l'aube. Il n'a jamais rapproché une facture fournisseur. Il n'a jamais géré un litige avec un livreur, ni négocié un accord de prix de gros. Pourtant, 4 mois avant ce fameux dîner, il a commencé à se pointer au magasin. 2 jours par semaine. Pas pour travailler. Mais pour être vu. Il est resté derrière le comptoir pendant 1 heure, prenait une photo, la postait sur Instagram. Avec une légende sur l'héritage familial, et repartait avant l'heure du déjeuner. Mon père voyait ces publications. Et il disait à ma mère, Kyle fait enfin preuve d'initiative. Kyle a aussi commencé à lâcher du jargon, lors des dîners du dimanche. Tunnel d'acquisition client. Verticalisation de la marque. Engagement de vente au détail moderne. Un vocabulaire qu'il avait appris, en écoutant un podcast d'entreprise. Pendant ses trajets en voiture. Mon père était impressionné. Il hochait la tête, comme si Kyle parlait couramment une deuxième langue. Mais moi, j'ai reconnu la chose pour ce qu'elle était vraiment. Un vocabulaire vide, sans aucune architecture derrière. 2 semaines avant le dîner, j'ai trouvé une carte de visite, dans les toilettes du magasin. Il y avait le nom de Kyle dessus. Et sous son nom, dans une police élégante à empattement, il était écrit « Propriétaire ». Il avait fait imprimer ses cartes, bien avant que l'annonce ne soit faite. Ce qui veut dire, que la décision avait déjà été prise. Ce qui veut dire, que chaque fois que mon père m'a dit « Sois patient ». Au cours des mois précédents, il savait déjà. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce dîner. Le restaurant s'appelait Portes. C'est ma mère qui l'avait choisi. C'était le genre d'endroit, où la lumière est suffisamment tamisée, pour créer une ambiance intime. Et où les prix sont suffisamment élevés, pour qu'on se sente important. Elle avait fait la réservation, 3 semaines à l'avance. Au nom de Kyle. Je ne connaissais pas ce détail, à ce moment-là. Je l'ai appris plus tard. Mais ça en dit long. Je veux dire, la réservation a été faite au nom du nouveau propriétaire. Avant même qu'on annonce à l'ancien, qu'il ne l'était plus. Nous nous sommes assis, à 19h15. Mon père a commandé une bouteille de vin, avant même que quelqu'un n'ouvre le menu. Un vin cher. Un cabernet de la Napa Valley, qu'il n'aurait jamais acheté, lors d'un mardi ordinaire. Il a rempli 4 verres, et a placé la bouteille au centre de la table, comme un trophée. Ma mère avait des mouchoirs, dans son sac. Je les ai remarqués, quand elle a cherché ses lunettes de lecture. Un petit paquet de voyage, glissé à côté de son portefeuille. Placé de manière à y accéder rapidement. Elle n'avait pas besoin de mouchoirs, à cause d'une quelconque allergie. Elle en avait besoin, pour la scène qu'elle s'attendait à me voir faire. Kyle avait posé son téléphone, face vers le haut sur la table, avec l'écran assombri. Je pouvais y distinguer du texte. Des notes, des puces. Il avait préparé des arguments, pour ce dîner. Quelqu'un l'avait briefé. Je veux faire une pause ici, et vous dire quelque chose d'important. Je savais déjà, mais pas les détails. Ni la date, ni le restaurant, ni les mots exacts qui seraient prononcés. Mais j'observais la situation, depuis des mois. Ma mère avait commencé à dire des choses, des petites choses. Tu as toujours été si indépendant. Kyle a vraiment besoin d'être orienté, en ce moment. Tu retomberas toujours sur tes pieds, quoi qu'il arrive. Elle m'a sorti ça, autour d'un café, 3 mois avant le dîner. Sur le moment, je n'avais pas compris qu'elle testait ma réaction. Qu'elle faisait un essai.
Elle vérifiait si le terrain était assez meuble pour amortir la bombe qu'il prévoyait d'y lâcher. Les entrées sont arrivées. Des banalités. Ma mère m'a posé des questions sur mon appartement. Kyle a parlé d'une salle de sport où il venait de s'inscrire. Mon père n'a rien dit d'important. Il attendait. Ma mère s'est tournée vers moi et a dit « Nathan, tu as l'air fatigué. Tu dors bien. En ce moment ? Je vais bien, maman. Tu travailles trop. Ça fait des années que je te le dis. Je sais. » Elle a souri. Ce sourire doux. Celui qui ressemble à de l'inquiétude, mais qui fonctionne comme un appareil photo. Vérifiant votre angle, avant que le flash ne se déclenche. Les plats de résistance sont arrivés. Mon père a attendu que tout le monde ait son assiette devant soi. Ensuite, il a posé sa fourchette, a levé son verre de vin, et a déclaré. Je voudrais porter un toast. Il a regardé Kyle. Pas moi. Seulement Kyle. Au nouveau chapitre, à l'énergie nouvelle, et à l'avenir du magasin. Il a bu. Ma mère a bu. Kyle a bu. J'ai gardé mon verre en main, mais je ne l'ai pas levé. Mon père l'a remarqué. Il n'a rien dit. Il a simplement reposé son verre, avec la précision minutieuse d'un homme. Qui sait que les 60 prochaines secondes vont bouleverser l'atmosphère. Nous avons décidé de transférer le magasin à Kyle. Le mot « nous » faisait beaucoup de travail dans cette phrase. Il sous-entendait une discussion, une consultation, un processus démocratique. Or, il n'y en avait eu aucun. J'ai posé ma fourchette. Quand est-ce que cela a été décidé ? Mon père n'a pas scié. C'est en discussion depuis un moment. Un moment, c'est-à-dire, combien de temps ? Nathan, ce n'est pas une question de calendrier. Ça l'est, pour moi. Ça fait 14 ans que je dirige ce magasin. En me basant sur un calendrier que tu m'as donné. Ma mère a posé sa main sur la table, à mi-chemin entre moi et mon père. Le geste physique d'une femme, qui se positionne comme un pont. Il ne s'agit pas de te remplacer, Nathan. Il s'agit de donner à Kyle une chance de grandir. En lui donnant quelque chose, que moi j'ai fait grandir. Kyle s'est lancé dans son discours, avant que quiconque ne puisse répondre. Un discours répété, et peaufiné. Il a jeté un œil à son téléphone, à 2 reprises, pendant qu'il parlait. Je veux apporter une énergie nouvelle à la marque. Je veux honorer l'héritage. Tout en faisant évoluer l'espace. Et je pense qu'il y a une réelle opportunité. De moderniser l'expérience client, sans perdre ce qui nous rend si spéciaux. Il a dit le nous, comme s'il avait fait partie de quelque chose. Puis il s'est tourné vers moi, a souri, et a dit une phrase. Qui m'a montré exactement comment on lui avait présenté la situation. Sans rancune, d'accord ? En fait, je vais avoir besoin de ton aide. Pour la transition. Personne ne connaît le fonctionnement au quotidien, aussi bien que toi. Le fonctionnement au quotidien. 14 années passées à bâtir une entreprise. Passer du bord de la faillite à un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Réduite à un fonctionnement au quotidien. Et il supposait que la main-d'œuvre était incluse dans le transfert. Que l'homme qui avait tout construit resterait pour enseigner à l'homme qui en héritait. Comme un tuteur. Comme un simple employé. Ma mère m'observait. Elle avait ses mouchoirs, prêts à l'emploi. Mon père m'observait. Il avait sa contre-attaque prête. Je pouvais le voir, à sa posture. Légèrement penché en arrière. Les bras décroisés, mais les mains à plat sur la table. Prêt à absorber la première vague de colère, et à y répondre avec autorité. J'ai regardé mon père, et j'ai dit, puis-je demander pourquoi ? Il a soutenu mon regard. Sans scier. Et il a prononcé une phrase, qu'il avait certainement dû répéter, devant son miroir. J'en ai reconnu le rythme. La pause, avant le premier mot. La vitesse délibérée. Le ton plus grave. Il a dit, tu n'as jamais été destiné à le posséder, Nathan. Puis il a ajouté, le magasin a besoin de quelqu'un. Qui honorera ce que j'ai construit.
pas de quelqu'un qui essaie, sans cesse, de le transformer en autre chose. Je veux vous décrire l'effet que ces mots ont eu, à l'intérieur de mon corps. Ils n'ont pas fait mal, comme une mauvaise surprise fait mal. Ils ont fait mal, comme une douloureuse confirmation. Comme lorsqu'un médecin vous annonce que vos examens sont positifs. Ce n'était pas une nouvelle information. C'était juste la fin des illusions. 14 ans. 14 années à ouvrir à 5 heures du matin. Bon sang, 14 années d'appel aux fournisseurs, de comptage des stocks. Et de déficit comblé sans que personne ne me remercie. 14 années passées à refuser la vie que j'aurais pu avoir. Juste parce qu'un homme à cette table n'arrêtait pas de dire, sois patient. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas riposté. Je n'ai pas demandé d'explication, ni exigé un traitement équitable. Ni énuméré tout ce que j'avais fait. Ils étaient prêts pour tout ça. Ils s'étaient préparés à affronter la version de moi qui se bat. J'ai simplement terminé mon verre d'eau. J'ai plié ma serviette, et je l'ai placée à côté de mon assiette. J'ai regardé mon père, et j'ai dit, je comprends. 2 mots. Ma mère a cligné des yeux. Kyle a légèrement penché la tête. Les mains de mon père se sont soulevées de la table, de quelques centimètres. Comme s'il se préparait à encaisser une deuxième phrase. Mais il n'y a pas eu de deuxième phrase. Je me suis levé. J'ai pris mon portefeuille. J'ai déposé assez d'argent sur la table, pour couvrir ma part du repas, et j'ai dit, félicitations. Kyle. Puis je suis sorti du restaurant. Maintenant, laissez-moi vous parler du trajet du retour. Le Portéès était à 22 minutes de mon appartement. J'ai conduit les 10 premières minutes, en silence. Pas de radio, pas de téléphone. Seulement le bruit de ma propre respiration, et le poids d'une réalité que j'aurais dû comprendre des années plus tôt, et qui s'installait enfin. Ce n'était pas du chagrin. C'était de la lucidité. Je pouvais voir, pour la toute première fois, l'architecture complète de ma propre exploitation. Chaque sois patient. Chaque le transfert approche. Chaque offre déclinée. Chaque déficit comblé. Chaque réveil à 5 heures du matin. Je pouvais voir tout ça, étalé devant moi, comme un plan de construction. Et j'ai compris, que rien de tout cela ne construisait l'avenir qu'on m'avait promis. Ça construisait en réalité ce dîner. Une bouteille de vin de célébration, et un toast auquel on s'attendait à ce que je trinque. À un feu rouge, sur l'avenue aux coudes, j'ai pris mon téléphone. Premier appel. Un courtier en beaux commerciaux, nommé Jacques Stein. Je lui avais parlé, 3 mois auparavant, d'un espace commercial, dans le quartier de Riverside. Plus de passages, de meilleures places de parking, un bâtiment plus récent. Je lui avais posé la question de manière désinvolte, comme on se renseigne sur une chose pour laquelle on n'est pas encore tout à fait prêt. Mais à cet instant, j'étais prêt. Jacques, c'est Nathan. Cet espace sur Riverside qu'on a regardé en mars. Est-il toujours disponible? Laisse-moi vérifier. Ouais, il est toujours sur le marché. Le propriétaire s'est montré flexible. Sur les conditions. Prépare les papiers. Je signe demain. Tu es sûr? C'est rapide. J'ai été lent pendant 14 ans. C'est fini pour moi, d'être lent. Il m'a répondu, que tout serait prêt pour 10 heures du matin. Deuxième appel. Diane Chen. Ma fournisseuse depuis 11 ans. La femme qui m'avait invité, à co-lancer une entreprise, et à qui j'avais dit non. À cause d'une promesse qui n'avait jamais été réelle. Je l'ai appelée depuis un parking, à 2 pâtés de maison de chez moi. Diane, c'est Nathan. Nathan, il est tard. Tout va bien? Je ne suis plus rattaché au magasin de Miller Street. J'ouvre mon propre local. J'ai besoin de fermer le compte qui est à mon nom. Et d'en ouvrir un nouveau, au nom d'une entreprise que je vais enregistrer cette semaine. Elle est restée silencieuse, pendant 3 secondes. Puis elle a dit, je me suis toujours demandé, quand est-ce que tu sauterais le pas? Elle n'a pas posé de questions sur le magasin.
Elle n'a rien demandé sur ma famille. Ni sur Kyle. Elle a simplement dit, quelle sera ta nouvelle adresse? Je vais commencer à créer un dossier. Le troisième appel, je ne l'ai pas passé avant d'être garé dans mon allée, le moteur coupé. Et les phares braqués sur la porte de mon garage. J'ai appelé Tom Aldridge. Le distributeur qui m'avait offert le poste de directeur des opérations, il y a 3 ans. Tom, c'est Nathan. Je sais qu'il est tard. Nathan, que se passe-t-il? J'ouvre mon propre magasin de vente au détail. De manière indépendante. J'aurais bien besoin d'un fournisseur secondaire. Avec une couverture régionale. Es-tu toujours ouvert à l'idée que nous travaillons ensemble? Il a ri. Pas de moi. Le genre de rire qui vient d'une véritable reconnaissance. Je t'ai offert un boulot, il y a 3 ans. Tu crois vraiment que je vais dire non à ton entreprise? Je suis resté assis dans ma voiture, dans l'obscurité. Pendant 3 bonnes minutes après avoir raccroché. Pas parce que j'étais triste. Mais parce que je recalculais 14 années de décision en temps réel, et que le calcul, enfin, prenait tout son sens. Ensuite, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur. Et j'ai imprimé 2 copies d'un document, que je tenais à jour depuis des années. Sans savoir exactement pourquoi. Une liste d'inventaire détaillée. Chaque produit de ce magasin que j'avais personnellement sourcé, acheté ou négocié. Chaque article. Chaque prix de gros. Chaque date d'acquisition. J'ai réglé mon réveil, pour 4h15 du matin. La caméra de sécurité du magasin a enregistré mon entrée, à 4h47 du matin. Les images devaient me montrer en train de parcourir chaque allée, avec un bloc-notes. Calme, méthodique, sans précipitation, et sans colère. Je n'ai retiré que ce qui m'appartenait. Chaque produit que j'avais personnellement sourcé, financé ou négocié. J'ai chargé 14 ans de mon propre inventaire, dans un camion de location. Que j'avais récupéré à 4h30 au hall ouvert 24h24, à 3 rue de la. J'ai pris le classeur de contact des fournisseurs, qui se trouvait derrière le comptoir. Celui que j'avais construit, sur 14 ans, avec des notes manuscrites. Des numéros de téléphone personnels, et des accords de prix. Que personne d'autre dans la famille n'avait jamais vu. J'ai laissé le bâtiment intact. La caisse enregistreuse était à sa place. Le système d'alarme, inchangé. Les lumières fonctionnaient. Le bail était toujours valide. Et j'ai laissé derrière moi, absolument tout ce qui appartenait à mon père. Il n'y avait pas grand-chose. Les étagères restées remplies, étaient celles que mon père avait initialement garnies. Il y a des années de ça. Quelques articles poussiéreux près du fond, et des produits dérivés de 2019. Qui ne s'étaient jamais vendus. Un présentoir de miel local, qu'un voisin nous avait demandé de vendre, pour lui rendre service. Sur le comptoir, j'ai laissé une simple feuille de papier. La liste détaillée. Chaque produit que j'avais retiré, son prix de gros. Et la date à laquelle je l'avais personnellement acheté. Ligne après ligne, après ligne. Tout en bas, avec ma propre écriture, tout le reste est à vous. Ceci a toujours été à moi. J'ai verrouillé la porte. J'ai remis la clé dans la boîte à clés, et je suis parti, avant que le soleil ne se lève. Kyle est arrivé au magasin à 9h. Je le sais, parce qu'il m'a appelé à 9h04. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé à 9h06. Puis encore à 9h07. Je n'ai pas répondu. À 9h08, il m'a envoyé un texto, « Frérot. Qu'est-ce qui est arrivé au magasin? On a été cambriolé ?» Encore ce mot. On. Le bâtiment, les bénéfices, le titre de propriétaire, tout cela lui appartenait. Mais curieusement, la crise, elle, était soudainement devenue plurielle. J'ai posé le téléphone, face vers le bas, sur ma table de cuisine, et j'ai préparé du café. Il m'a renvoyé un message, à 9h12. Sérieusement, Nathan, ce n'est pas drôle. Les étagères sont vides. Rappelle-moi. J'ai bu mon café, près de la fenêtre.
Le soleil était complètement levé. C'était une belle matinée. Kyle a appelé la police à 9h30. Un agent est arrivé, a parcouru les allées, a vérifié les serrures, a visionné les images de sécurité, et a posé à mon frère une question, qui a tout fait basculer. Monsieur, avez-vous des reçus, prouvant que vous avez acheté ce stock? C'est mon magasin. Mes parents viennent de m'en transférer la propriété, hier soir. Je comprends bien. Mais la vidéo montre quelqu'un entrant avec une clé à 4h47 du matin. Retirant des articles de manière ordonnée, puis repartant. Pas d'effraction, pas de dégâts. Aucune alarme déclenchée. La personne qui a fait ça, avait un accès autorisé. C'est mon frère. Il travaillait ici, avant. Très bien. Votre frère a-t-il acheté les articles, qu'il a retirés? Kyle a hésité. Je veux dire, c'était le stock du magasin, dans son ensemble. Qui a payé pour ce stock? Je ne. Il faudrait que je vérifie. Monsieur, il y a un document sur le comptoir, qui liste chaque article retiré. Avec les dates d'achat et les coûts. Il s'agit, semble-t-il, d'un registre de propriété. L'avez-vous examiné? Je l'ai vu. Les informations qui s'y trouvent, semblent-elles exactes? Kyle n'a pas répondu. L'agent a regardé les étagères vides, puis s'est tourné vers Kyle. Si la personne qui a retiré ces articles, peut prouver qu'elle les a achetés personnellement. Alors ce n'est pas un vol. C'est un litige de propriété. Vous devrez résoudre cela au civil. Et non au pénal. Kyle a demandé, donc vous n'allez rien faire? L'agent a répondu, il n'y a aucune infraction pénale à traiter ici, monsieur. Je vous suggère d'appeler un avocat. À 9h45, Kyle a appelé notre fournisseur principal pour passer une commande de réapprovisionnement d'urgence. Diane a décroché. Elle lui a annoncé qu'il n'y avait aucun compte au nom du magasin. Le titulaire du compte l'avait fermé la veille et avait transféré sa relation fournisseur vers un autre établissement. Établir de nouvelles conditions prendrait de 6 à 8 semaines. Kyle a dit, 6 à 8 semaines? J'ai besoin de produits tout de suite. Le magasin est vide. Diane a répondu, je comprends bien, mais nous n'avons aucune relation commerciale avec vous. Monsieur. Le compte était détenu par Nathan Mercé. Il a été notre point de contact pendant 11 ans. Vous allez devoir soumettre une nouvelle demande d'ouverture de compte. Et passer par notre processus standard d'intégration. Vous ne pouvez pas, simplement, transférer le compte? Le titulaire du compte l'a déjà transféré vers son nouvel emplacement. Kyle a appelé notre père, avant même que Diane n'ait fini sa phrase suivante. Mon père m'a appelé à 10h15. Sa voix était agacée, sèche. La voix d'un homme qui croit que l'autorité peut voyager à travers les lignes téléphoniques. Ton frère dit que les étagères sont vides. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai laissé sonner. Il a rappelé à 12h30. Une voix différente, plus petite. L'autorité cassante avait disparu. Nathan, les fournisseurs ne retournent pas nos appels. Que se passe-t-il? J'ai laissé sonner. Il a appelé une troisième fois, à 18h. Je pouvais entendre quelque chose dans sa voix, que je n'avais jamais entendu auparavant. Ce n'était pas de la colère. C'était le son d'un homme, qui réalise que ce qu'il a donné n'était pas du tout ce qu'il croyait être. Il croyait avoir donné un magasin. Mais il a en fait donné la personne, qui en faisait un véritable magasin. Il a conduit jusqu'à mon appartement, ce soir-là. Il a frappé. J'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas écarté. Il paraissait plus vieux, sous la lumière du couloir. Plus petit, qu'il ne l'était au porte-s. L'assurance offerte par le cabernet s'était évaporée. L'autorité répétée avait été remplacée par quelque chose de brut, et de bien moins structuré. Est-ce que je peux entrer? De quoi as-tu besoin, papa? Ce n'est pas comme ça, que je t'ai élevé. Tu m'as élevé pour tenir mes promesses. L'un de nous deux l'a fait. Il m'a dévisagé.
Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Il a tenté une autre approche. Tu ne peux pas, tout simplement, tout prendre dans ce magasin. J'ai pris ce que j'ai payé. Il y a une liste détaillée sur le comptoir. Chaque produit. Chaque coût, chaque date. Si tu penses qu'un seul élément de cette liste est inexact, appelle un avocat. Je ne vais pas appeler un avocat, contre mon propre fils. Alors nous avons terminé. Nous devons en parler en famille. La famille a parlé pendant le dîner. Et j'ai écouté. Maintenant. Je fais exactement ce que tu m'as dit de faire. Tu as dit que je n'étais pas destiné à le posséder. Alors je ne le possède pas. Je prends ce qui m'appartient. Et je construis quelque chose qu'il est vraiment. Il est resté debout dans le couloir, pendant un long moment. Je le voyais chercher la bonne combinaison de mots, la phrase d'autorité. La fameuse réplique qu'un père sort pour faire rentrer son fils dans le rang. Mais cette combinaison n'existait plus. Parce que le fils en face de lui, n'était plus la même personne qui était assise à cette table. 24 heures plus tôt. Cette personne-là, avait passé 14 ans à attendre une permission. Celle-ci, avait arrêté de demander. J'ai refermé la porte, doucement. Pas un claquement, juste un clic. Ma mère m'a appelé le lendemain matin. Et elle a utilisé cette voix, la voix qu'elle prend. Quand elle a besoin que le monde se réorganise autour de son propre confort. Douce, légèrement chevrotante, conçue pour déclencher un sentiment de culpabilité. Sur une fréquence que seuls ses fils peuvent percevoir. Tu es en train de détruire cette famille, Nathan. La famille a été réorganisée pendant le dîner. Maman. Je ne fais que réagir au nouveau plan de table. Tu as toujours été le plus mature de nous tous. Tu es plus fort que ça. J'ai été le plus mature, pendant 14 ans. Ça suffit comme ça. Elle est restée silencieuse. Puis elle a tenté une autre approche. Ton père ne le pensait pas, de la façon dont ça a résonné. Il s'était entraîné, maman. Il a commandé du vin, avant de le dire. Il a rempli 4 verres. Et il a porté un toast à l'avenir de Kyle. Alors que j'étais assis juste là. Il le pensait exactement, de la façon dont ça a résonné. Elle n'a pas rappelé de la semaine. 2 jours plus tard, elle m'a envoyé un texto. Pouvons-nous, s'il te plaît, simplement nous asseoir et parler en famille? Je n'ai pas répondu. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé au magasin. Kyle a essayé de me contacter, 4 fois de plus au cours de la première semaine. Chaque message révélait une nouvelle couche, de son ignorance totale de la situation. Mardi, salut Nathan. Petite question. Où est le classeur des contacts fournisseurs? Je ne le trouve pas derrière le comptoir. Mercredi, connais-tu le mot de passe, du système de gestion des stocks? Papa ne l'a pas non plus. Jeudi, le groupe frigorifique fait un bruit bizarre. Qui appelais-tu pour les réparations? Vendredi, Nathan. Je suis sérieux. J'ai besoin d'aide ici. Ce n'est pas une question de fierté. Je ne sais littéralement pas. Comment recommander des produits auprès de la moitié de ces entreprises? J'ai lu chaque message. Je n'ai répondu à aucun. Pas parce que je voulais le faire souffrir. Mais parce que chaque réponse que j'aurais pu lui donner aurait été une simple continuation du système, qui m'avait mené à ce restaurant, ce mardi soir. Ce système où je construis, où lui hérite. Et où l'on attend de moi que je lui apprenne à utiliser ce qui m'a été enlevé. Sans ce réseau de fournisseurs, le réapprovisionnement a pris 8 semaines. Kyle a dû négocier à partir de zéro, avec des fournisseurs qui ne connaissaient pas son nom. Qui n'avaient aucun historique avec lui, et qui ne lui ont offert aucune remise sur les volumes. Quand les étagères ont enfin été réapprovisionnées, les prix étaient 35% plus élevés que ce que je payais depuis des années. Les clients l'ont tout de suite remarqué. Un pot d'huile d'olive importée, qui se vendait autrefois 12,99 $, était désormais affiché à 17,50 $. Les pâtes de spécialité, pour lesquelles les clients traversaient la ville, sont passées de 6 à 9 $.
Le calcul n'était pas bon, et Kyle ne comprenait pas pourquoi. Tout simplement, parce que Kyle n'avait jamais vu les vrais chiffres. Et il a lancé sa nouvelle image de marque, dès la 2e semaine. Nouveau logo, nouveau compte Instagram, et une campagne sur les réseaux sociaux. Qu'il a baptisé l'héritage moderne. Il a redessiné l'identité visuelle du magasin, avant même de savoir où se trouvait le disjoncteur. Il a dépensé 3,000 $ pour un graphiste. Avant de dépenser un seul centime pour comprendre le système des fournisseurs. Le premier post Instagram a récolté 12 likes. 8 d'entre eux provenaient des membres de la famille. Les revenus du premier mois s'élevaient à 60% de la moyenne que je réalisais. Le deuxième mois a été pire. Les clients qui y faisaient leurs courses depuis des années sont entrés. On regardait le nouveau logo, les prix plus élevés, et les étagères à moitié vides. Pour finir par poser tous la même question, où est Nathan? Kyle ne savait pas quoi leur répondre. Il a essayé de dire que je n'étais plus impliqué. Il a essayé de dire que le magasin était sous une nouvelle direction. Il a essayé de dire nous sommes dans une période de transition. Rien de tout cela ne sonnait juste, parce que rien ne répondait à la véritable question. La vraie question n'était pas de savoir où j'étais. C'était de savoir pourquoi le magasin paraissait si différent, maintenant que je n'étais plus là. 3 des 5 comptes fournisseurs clés comportaient des clauses de prix de fidélité, qui m'étaient personnellement rattachées, et non à l'adresse de l'entreprise. Quand je me suis retiré, la structure de prix qui rendait le magasin rentable s'est retirée avec moi. Kyle ne payait pas seulement ses stocks plus chers. Il payait des prix proches de ceux du marché au détail. Pour un modèle économique qui ne fonctionnait qu'avec les relations de gros que j'avais mis une décennie à bâtir. Il ignorait tout cela, car il n'avait jamais demandé comment le magasin fonctionnait réellement. Il avait seulement demandé comment il rendait sur Instagram. Au bout de 3 mois, le magasin perdait de l'argent à vue d'œil. Mon père a discrètement injecté 15,000 $ pour garder les lumières allumées. Ma mère disait aux proches, l'économie est difficile en ce moment. Personne, dans la famille, ne mentionnait mon nom. Mais tout le monde, dans cette même famille, a compris pour la première fois la différence exacte entre hériter d'un bâtiment et hériter d'une véritable entreprise. Kyle a essayé de me joindre, une fois de plus. Un message vocal, à la fin du 3e mois. Sa voix était différente. Le vocabulaire de podcast avait disparu. L'énergie de la verticalisation de Mark s'était évaporée. Il ressemblait à un jeune de 26 ans, à qui l'on avait confié un truc qu'il ne comprenait pas. Et qui le regardait se dissoudre entre ses mains. Il a dit, « Nathan, je sais que tu ne me rappelleras pas. Mais je veux que tu saches que je n'ai rien demandé. Ils me l'ont offert ? Et j'ai accepté. Je ne savais pas ce que tu y avais construit. Et je pensais que c'était juste un magasin. » Je l'ai écouté une fois. J'ai failli le rappeler. Pas pour l'aider. Mais parce que cette dernière phrase, je pensais que c'était juste un magasin, était la chose la plus honnête que quelqu'un de ma famille m'ait dite en 14 ans. Je n'ai pas appelé. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que j'ai construit. J'ai signé le bail pour l'espace de Riverside, 48 heures après ce fameux dîner. Diane a transféré l'intégralité de son compte vers mon nouvel emplacement, dans la semaine même. En l'espace de 2 semaines, 3 autres fournisseurs ont suivi. Ensuite, Tom Aldridge m'a donné un accès à la distribution régionale que je n'avais jamais eu dans l'ancien magasin. Les fournisseurs n'ont pas suivi un bâtiment. Ils ont suivi la personne qui répondait à leurs appels à minuit, qui visitait leurs entrepôts et qui se souvenait du nom de leurs enfants. Ils n'avaient jamais été fidèles au magasin de Miller Street. Ils m'étaient fidèles, à moi. J'ai ouvert, discrètement, un mardi matin. Pas d'inauguration en grande pompe, aucune annonce sur Instagram, aucune invitation familiale. Même pas encore d'enseigne sur la façade, juste une feuille de papier imprimée. Scotchée sur la vitrine, avec les horaires du magasin. La première cliente est entrée à 9h20. Une femme, prénommée Deborah, qui faisait ses courses au magasin de Miller Street, depuis 6 ans.
Elle a regardé autour d'elle, m'a regardé derrière le comptoir, et m'a dit, « Oh. Vous avez déménagé. » Je n'avais fait aucune publicité. Je n'avais rien posté en ligne. Je n'en avais parlé à aucun client. Elle m'avait trouvé, parce que les clients ont toujours su qui dirigeait réellement les choses. J'ai encaissé sa commande, je lui ai tendu son sac, et j'ai dit, c'est le même endroit. Juste des murs différents. Elle a souri. Ça explique tout. En moins d'un mois, les habitués m'avaient retrouvé. Pas tous, mais suffisamment. Suffisamment pour couvrir le loyer. Suffisamment pour justifier la deuxième commande au fournisseur. Et suffisamment pour prouver ce que j'avais toujours su. Et ce que ma famille avait toujours refusé de voir. L'entreprise n'avait jamais résidé dans le bâtiment. L'entreprise, c'était la personne à qui ils avaient ordonné de partir. 6 mois plus tard, mon magasin surpassait la meilleure année du magasin familial. Je n'en ai parlé à personne. Je n'ai rien posté à ce sujet. Je n'ai pas envoyé les chiffres à mon père. Le succès n'était pas une vengeance. C'était simplement ce qui arrive, quand un homme qui a construit sur les terres de quelqu'un d'autre finit enfin par couler les fondations des siennes. 1 an après ce dîner, mon père est entré dans mon magasin. J'étais en train d'aider un client, quand je l'ai remarqué, debout dans l'encadrement de la porte. Il n'est pas entré tout de suite. Il est resté à l'entrée, et a parcouru la pièce du regard. De cette façon dont on regarde une chose pour la première fois. Tout en la reconnaissant pour la 100e fois. Les étagères étaient pleines. L'agencement était propre. 2 employés, que j'avais embauchés, travaillaient dans les rayons. Un client posait une question sur un produit, à la caisse. Le magasin sentait le cèdre, le carton, et quelque chose que mon père a probablement reconnu. D'il y a 30 ans. L'époque où il croyait encore, que construire quelque chose de ses propres mains avait un vrai sens. J'ai terminé avec mon client. Sans me presser. Lorsqu'ils sont partis, j'ai marché vers la porte. Mon père m'a regardé. Tu aurais pu me dire, que tu allais faire tout ça. Je l'ai regardé à mon tour. Tu n'as jamais demandé de quoi j'étais capable. Tu as simplement décidé, à ma place. Il est resté là, pendant un moment. Les mains dans les poches de sa veste. Il a regardé autour du magasin, une dernière fois. Puis il s'est retourné, et est retourné à sa voiture. Il n'a pas dit au revoir. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas demandé à s'asseoir, ni à discuter. Il est simplement parti. Il n'est jamais revenu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Eh bien, mon vieux, si cette histoire a touché une corde sensible, abonne-toi. On se voit dans la prochaine vidéo.